Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter l'équipe d'organisation. Donc, il y a SFL en partenariat, le laboratoire SFL en partenariat avec le HESS. Et donc, il y a un séminaire une fois par mois. C'est dans le cadre de ce séminaire qu'on a invité Dirksen Baumann et qu'on a le plaisir de l'accueillir. Il y a aussi les participants à distance. Alors, qui est Dirksen ? Dirksen Baumann, donc il vient des États-Unis. Il travaille à l'université de Gallaudet depuis 1999. Alors, au départ, il enseignait l'anglais. Et puis ensuite, il s'est inscrit dans le cadre des Dev Studies. Et donc, il y est toujours depuis. Alors, ses travaux jusqu'à maintenant, donc ça a été de la recherche, production, sur l'audisme. Donc, il y a eu toute une collecte de données. Toute une recherche sur le DevGain, sur les yeux, le regard et le corps et le mouvement. Donc, le thème de sa conférence, de son intervention aujourd'hui, c'est la poésie, le travail du corps, la gestuelle et toutes les formes que ça peut prendre. Donc, il va faire une intervention qui va durer entre 1h et 1h30. On fera une petite pause. Et ensuite, il pourra y avoir un échange. Vous pourrez poser des questions. Donc, merci à vous et bonne conférence. Vous êtes prêts ? Alors, j'attends ma présentation, mon PowerPoint. Donc, il y a un petit réglage technique. Mais je peux peut-être déjà commencer par me présenter en attendant que la technique soit au point. Donc, je suis Dirksen Baumann, mon signe est celui-ci. Vous pouvez le faire de gauche à droite ou de droite à gauche ou avec les deux mains, peu importe. Alors, je vais vous expliquer qui je suis. Donc, je suis américain. Donc, mes origines, je suis américain, voilà. Et j'ai grandi aux États-Unis. J'entendais bien. Et à 21 ans, je suis devenu entendant. Alors peut-être que je vois des sourcils qui se froncent et voilà, je suis devenu entendant. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai grandi comme entendant et un jour je suis devenu entendant. Voilà, j'entendais le frapper à la porte, la parole, le son du téléphone, mais j'ai travaillé dans une école de sourds. Et j'étais surveillant en internat. Et j'ai réalisé, il y a un enfant qui m'a interpellée, qui m'a dit « Mais vous êtes entendant ?» En ASL, on dit comme ça, on dit parlant. Donc j'ai dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire être entendant ?» Je ne comprenais pas. Et j'ai réalisé, ben oui, ce que j'étais, que j'avais grandi comme ça, et que c'était mon identité. Alors, je ne sais pas si vous comprenez. Et ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis dit, je peux voir, hein, tout ce qui est visuel, pour moi, c'est très bien. Quand je suis face à une personne aveugle, ben voilà, je réalise que je suis voyant, ce que je ne réalisais pas. Hein. Quand on a des yeux qui marchent, il suffit de rencontrer un aveugle pour réaliser qu'on est voyant. Il suffit de rencontrer un sourd pour réaliser qu'on est entendant. Et je me suis posé la question de ce que c'est que l'identité.
l'entendant. Et comment on est au monde quand on est entendant, quelle est la signification de ce mot. Il y a des choses qui sont typiques des entendants, des spécificités, des difficultés. Et quand on fait une recherche, par exemple, sur les femmes, ben on peut savoir ce qu'est une femme quand on la met en comparaison avec ce qu'est un homme. Et donc, moi, en tant qu'entendant, je suis arrivée dans le monde des sourds. Donc, je suis arrivée à Gallaudet et je me suis inscrite dans les Deaf Studies. J'étais le seul entendant parmi les sourds. Voilà, donc j'en ai fini avec ma présentation. Si au niveau du PowerPoint c'est bon, je crois qu'on va pouvoir commencer. Alors, vous voyez tous les mots qui apparaissent à l'écran, donc je vais essayer de vous expliquer alors l'étymologie des mots, leur signification, et je vais approfondir la signification de chacun de ces termes. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Alors, vous voyez les images, le tableau qui représente Massieu. Alors, qu'est-ce qui est dit ? La reconnaissance et la mémoire du cœur. Alors, il y a ici Fabrice Bertin, que je remercie d'être là, Olivier Chétrit, Andrea Benvenuto, le HESS, donc l'équipe de l'EHESS. C'est grâce à eux que j'ai été invitée ici. Alors, Fabrice on a eu beaucoup d'échanges et on a fait un gros travail de préparation tous les deux et je l'en remercie. Alors, à l'université Gallaudet, il y a donc une promotion de 12 étudiants. Et donc, il y a aussi eu des échanges avec eux pour recueillir leur point de vue. Et donc, je les remercie de m'avoir aidé à développer ma recherche. Donc, merci à ces étudiants. Alors, il y a aussi un co-enseignant avec qui j'ai travaillé, avec qui on a échangé des idées, des points de vue. Et donc, je remercie également cette personne. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec Joseph Mouey et Murray. Et bien sûr, je remercie. Et ma femme également, qui est elle-même artiste, avec qui j'ai eu beaucoup d'échanges et avec qui j'ai approfondi beaucoup de choses. On a eu des échanges de points de vue et ça nourrit beaucoup ma réflexion. Donc merci à toute l'équipe d'interprètes également, à ceux qui prêtent leur voix et ceux qui prêtent leurs signes. Donc merci, parce que c'est très important. Donc maintenant, si vous êtes prêts, on va rentrer dans le vif du sujet. Si vous êtes prêts à écouter, bon, voilà, vous êtes bien réveillés, vous avez pris du café avant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vais utiliser un peu l'ASL et la langue des signes internationale. Si vous voulez comprendre la LSF, il faut regarder l'interprète. Chacun essaye de s'y retrouver un petit peu là où il se sent le plus à l'aise. Alors, pour le premier mot, qu'est-ce que veut dire écho? Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît? Alors, l'origine du mot écho vient du grec oikos, dont la signification est maison, domicile, foyer.
C'est mon foyer. Notre foyer, c'est quoi? C'est la Terre. On n'en a qu'une. C'est l'unique foyer que nous ayons, l'unique planète que nous ayons. Alors, on n'est pas seul. Sur cette planète, il y a de l'eau, il y a des animaux, il y a des éléments qui participent à tout cet écosystème et c'est notre maison. Il y en a, voilà, c'est la seule planète où il existe du vivant. Et cette maison, cette planète Terre, nous y participons. Et comment y participons-nous? Est-ce que, bien sûr, il y a de la pollution, il y a des déchets, il y a des tas de choses. Est-ce qu'on en prend vraiment soin? Quel type d'humain sommes-nous sur cette planète? Diapo suivante. Alors, vous voyez, nous, les humains, est-ce que nous avons pris soin de notre maison? Vous voyez, il existe de la pollution, des déchets, des tas de choses qui abîment cette planète, des rivières polluées, des océans pollués. Et franchement, le comportement des humains est parfois assez déplorable. Et en plus, ça se matérialise avec le réchauffement climatique, qui est de plus en plus prégnant. Et puis, des diminutions de la banquise qui posent des problèmes importants. Et actuellement, on est dans une situation assez délicate. Alors, pourquoi on en arrive à ça? À cause de quel type de comportement? Ce manque de respect, la déforestation. Pourquoi? Il y a une réponse, c'est que nous, en tant qu'humains, nous avons une arrogance que j'appelle anthropocentrique. Comme si cette maison, ce foyer nous appartenait, comme si nous avions tous les droits de faire ce que nous voulons, tuer les animaux, le droit sur tout. Et c'est nous qui décidons de tout. Et en fait, nous nous pensons supérieurs aux autres espèces. Et c'est ce que j'appelle l'arrogance anthropocentrique. Donc, nous sommes supérieurs aux autres espèces, donc nous définissons les autres comme inférieurs et tout ce qui occupe la Terre comme étant inférieur. La nature, les animaux, nous gérons tout, nous décidons de tout, nous humains. Alors, bien sûr, ce n'est pas seulement ça, il y a aussi de l'intelligence, de la sensibilité, et nous sommes en quelque sorte la race supérieure avec notre intelligence et notre créativité. Donc, je nomme ça comme ça en langue des signes, l'arrogance anthropocentrique. Alors, ça veut dire qu'il y a de la discrimination sur la nature, sur les espèces animales, sur les communautés, les minorités, LGBT, les femmes, tout ce que vous voulez, avec une espèce de supériorité de personnes au-dessus de tout ça qui gèrent en discriminant les autres. On peut avoir un autre point de vue sur l'humain. On peut avoir une autre vision du monde, non pas cet humain supérieur, mais on peut avoir cette humilité écocentrique. C'est-à-dire ne pas se situer supérieur aux autres, ne pas se positionner de façon supérieure, se dire qu'on a des points de vue différents et qu'on est ensemble. Qu'il y a de la poésie, il y a de l'art, il y a du théâtre, et ça peut questionner tous ces aspects-là. Slide suivant. Alors, ces humains qui gèrent tout
se sentent distantes de la nature, alors qu'il y a de l'intelligence dans la nature, il y a de l'émotion, il y a de la créativité, et on peut tout à fait maintenir ce lien. Par exemple, chez les animaux, il y a des sentiments, on le voit dans leur comportement, dans la nature, chez les plantes, dans leur façon de vivre, de se développer. Tout ça existe de façon différente des nôtres, mais ça existe et c'est important de pouvoir le respecter et de pouvoir l'intégrer dans notre fonctionnement. C'est bon? Ça suit? Changement d'interprète. Alors, ce concept écho. Slide suivant. Alors maintenant, poésie, écho poétique. Alors, la poésie, qu'est-ce que c'est ? Ça peut être une recherche sur les éléments linguistiques d'une phrase, sa syntaxe, sa façon de rimer, etc. Et c'est ça. C'est un peu ça, la poésie. Vous en avez un exemple là. Et il y a des recherches qui existent depuis très longtemps sur la forme poétique du langage. Mais le terme de poésie, il est encore... il a pour origine grecque, encore origine grecque, faire, créer. Poiesis en grec, qui signifie faire ou créer. Donc c'est créer, inventer, faire des choses. C'est poiesis, donc en grec. Il y a aussi d'autres formes de poésie. On peut dire qu'il y a de la poésie en biologie, voilà, en littérature, mais aussi d'autres formes en biologie, on pourrait dire. Alors, ça peut peut-être vous étonner, mais il y a des façons de créer des cellules, des tas de choses, hein, voilà, en biologie, des formes poétiques de création. Slide suivant. Par exemple, en ce qui concerne l'hémoglobine, hein, les globules rouges, l'hématopoïésis, c'est-à-dire que le sang, hein, il y a un processus, voilà, par lequel le corps fabrique ces globules rouges. 1 milliard de cellules par jour qui sont créées par le corps. Et en fait, beaucoup plus qu'un milliard, hein, beaucoup plus qu'un milliard. Il y en a des milliards qui sont fabriqués, ce qui est quand même assez incroyable. Ça veut dire qu'il y a des créations de la poïésis qui se fait dans le sang. Et imaginez un peu ce que la nature est capable de faire. Imaginez ce point de vue-là. Écho, poétique. Donc, ça peut concerner la nature, l'air, les animaux, l'eau. Et pourquoi accoler la poésie à tous ces éléments de l'écho, du chez nous ? Alors, bien sûr, nous ne sommes pas les seuls créateurs. La nature elle-même, on pourrait avoir tendance à penser que la nature n'en est pas capable. Mais la nature est capable de créations multiples et d'inventions. Slide suivant. Alors ça, ça vient d'un ouvrage de l'écho poétique.
C'est donc un l'éco-poétique qu'on signe comme ça, hein, éco-poétique, en fait, qui sont une espèce d'analyse ou de recherche qui est faite par certaines personnes sur toutes ces sensations produites par la nature pour en produire par les humains quelque chose, faire une création poétique. On a par exemple des bactéries, des araignées, des insectes, des tas de choses qui... Bon, par exemple, les toiles d'araignée, quand on voit ce que peut faire une araignée, c'est quand même assez incroyable. Une espèce de tissage, d'un raffinement incroyable, c'est quand même hallucinant. Nous, les humains, on n'est pas capable de faire ça. Donc elles ont une espèce de capacité de création qui est bien supérieure aux nôtres. Et c'est une compétence que nous n'avons pas en tant qu'humains. On ne peut pas faire, on ne peut pas produire ça. Alors un autre mot qui vient d'un ouvrage, la zoopoétique, qui là porte plus attention aux animaux. Mais c'est une définition peut-être plus large. Ça comprend aussi les plantes, l'eau, l'air, tous les éléments, mais voilà, qui sont décrits dans ce livre qu'on appelle Zoopoétique. Il y a des gens qui ont réfléchi depuis des années aux liens qu'ont les humains avec les animaux, la nature, et ça existe depuis très longtemps, où un certain nombre d'observations sur cette nature a été faite. Mais il y a une forme, par exemple, d'anthropomorphisme, par exemple, une façon de montrer un animal prendre le comportement d'un animal et l'intégrer l'intégrer à l'humain ou l'inverse. Enfin, donc la relation homme-animal, elle est très fréquente dans la littérature. Donc c'est une façon de reprendre des attitudes des animaux. Alors est-ce qu'on peut voir les choses d'un autre point de vue? C'est-à-dire se dire qu'on peut nous intégrer ces comportements animaux et pour en créer quelque chose, une forme d'art. Et là, on parle d'anthropomorphisme ou zoomorphisme. Le zoomorphisme, c'est quelque chose de plus large, et donc plutôt d'écomorphisme. Donc là, on revient sur... c'est pas seulement les animaux, ça peut être les éléments, le soleil, l'air, tous les éléments naturels de la nature. Et là, on parlera plus d'écomorphisme. Donc, les humains ne sont pas supérieurs aux autres espèces et à tous les éléments de la nature, mais appartiennent à tout cet ensemble. Et c'est ça l'éco-poétique. Nous sommes en lien naturel avec toutes les autres espèces et nous pouvons à partir de ces observations que nous faisons, pouvoir faire des créations. Maintenant, nous allons parler du geste.
Alors, on a la nature, avec ses animaux et tout ce qu'elle comprend, et nous pouvons reproduire un mouvement, nous pouvons prendre les caractéristiques de certains oiseaux et les intégrer à une gestualité, les imiter. Par le geste, ça crée beaucoup de possibilités. Par la voix, ça reste un peu limité. Alors on peut imiter le son, le chant des oiseaux. Mais par le corps, on a quelque chose de beaucoup plus large. Par exemple, un arbre. Comment imiter un arbre? Donc c'est un peu compliqué. Voilà. Comment imiter une pierre? Comment imiter des objets comme ça, de la nature? Des objets qui n'émettent pas de bruit. Comment faire avec la voix? On ne peut pas. Slide suivant. Alors là, j'ai choisi un extrait d'un ouvrage d'un poète, donc un poème qui imite, enfin qui parle d'animaux, de plusieurs animaux. Alors par exemple, ce poème parle d'un serpent. C'est un poème connu. Donc il y a 7 serpents qui sont accrochés à un mur. Ils sont vivants, mais ils sont accrochés à ce mur. Et donc le poème décrit la situation de ces serpents vivants qui pendent accrochés à ce mur. Et le texte décrit cette situation. Et en lisant ce poème, enfin bon, c'est un poème, hein, c'est du langage poétique. Voilà. On va passer à la slide suivante. Donc vous voyez les mots. On voit des mots écrits, le mot serpent écrit, mais on ne voit pas le serpent, on ne les voit pas, on ne voit pas les animaux. On n'a pas de représentation, enfin, les mots ne montrent pas les serpents. Et donc cet auteur, Moé, dit que quand on est poète et qu'on observe les animaux, et on est inspiré par le comportement des animaux, et ce qui amène à une expression poétique, à l'écriture. Et si une autre personne lit ce poème, elle reçoit l'expression. Donc elle voit la situation qui est décrite dans le poème à la lecture, la situation de ces serpents. Alors, 5 ans plus tard, si on relit ce poème, on peut toujours avoir accès à la sensibilité du poète. Mais ça pose quand même une question. Est-ce que c'est la même chose quand on écrit ou quand l'expression est gestuelle? On peut mettre les deux en comparaison. Alors là, il y a Jan Sandborn, que vous voyez là sur l'image, qui a fait un poème sur le ver et le papillon, la chenille et le papillon, la chenille qui devient un papillon. Et quand on observe et qu'on analyse cette expression, on voit, ça vient d'une observation
vraiment de la réalité de la chenille. Et il y a une appropriation jusqu'à la chenille, jusqu'à ce qu'elle devienne papillon. Et on voit qu'il s'est vraiment approprié. Et quand on regarde cette expression gestuelle, on s'aperçoit que c'est proche de la réalité. Il y a une expression du corps, on voit le papillon, on voit la transformation. Et on voit que l'être humain représente le corps du papillon. Est-ce que c'est possible dans un livre? C'est vrai que dans un texte écrit, où est le corps? Où peut-on voir le corps? Alors, je vais parler maintenant de poésie gestuelle. Et de Dave Gain. On voit on voit vraiment qu'il y a quelque chose de très différent entre un texte écrit et un poème signé ou une expression poétique signée. Si on revient à l'écriture, aux origines de l'écriture, oui. Alors, vous vous souvenez, j'ai expliqué l'emprise de l'être humain sur la nature. Et voilà, donc il y a une forme de réponse. Ça vient vraiment de la naissance de l'alphabet, de l'écriture alphabétique. Et le problème, enfin l'origine du problème, elle est là. On voit des formes d'écriture anciennes. Alors, au départ, on reconnaît les animaux, on reconnaît des formes physiques du discours dans l'écriture, et on s'aperçoit que ce sont des schémas qui sont en lien avec la nature, et puis l'écriture a évolué et c'est complètement déconnecté de la nature. Il y a une écriture qui au départ vient du réel et qui devient une écriture complètement abstraite et arbitraire, et qui suit les mots dits, et qui se déconnectent peu à peu du réel. Et c'est là qu'on s'aperçoit que l'humain devient privilégié. Il y a une forme de phonocentrisme, une forme de déconnexion avec la nature. L'écriture alphabétique, elle s'est peu à peu calquée sur la voix humaine et le discours humain. On s'aperçoit que l'alphabet n'a plus rien à voir, enfin, on voit l'évolution dans l'écriture alphabétique qui n'a plus rien à voir avec les formes originales qui se rapprochaient de la nature. Donc on peut vraiment parler de phonocentrisme. Et c'est la voix qui devient prédominante. Tout l'aspect visuel de l'écriture, le lien avec la nature, il disparaît complètement au profit de l'écriture qui se rapporte à la voix. Et c'est la voix qui devient maîtresse. Et la poésie est perdue. Et ça devient vraiment un outil l'écriture devient un outil au service de la voix et au détriment de la poésie. Et donc maintenant, avec les gestes, voilà, on revient à ce lien avec la nature et à cette connexion avec la nature, et on se réapproprie la nature grâce à la gestuelle. Et il y a une connexion qui se refait, qui revient. Alors, quand on parle de on peut parler de zoopoétique. Donc là, c'est vraiment centré sur les animaux. Je vais peut-être vous montrer un court extrait
Alors peut-être qu'avec la lumière, si on peut baisser un peu la lumière pour qu'on puisse mieux voir la vidéo, ce serait bien. Très bien. Alors, vous avez vu ces quatre artistes, ces quatre poètes, voilà, qui font chacun un poisson, voilà, au début, un poisson qui vit dans un environnement qui va bien, et puis conflit avec un pêcheur, et puis il y a aussi l'aquarium, un poisson dans un aquarium, et un bateau qui prend un certain nombre de poissons dans un chalut. Voilà. Et le poisson qui réussit à s'en extraire et à sortir des filets et à retourner à sa vie de nature dans l'océan. Donc il y avait quatre histoires. Alors maintenant, on peut aussi tout à fait penser ça avec les plantes et notamment avec les arbres, où on peut considérer le tronc de l'arbre comme le corps. Alors je crois qu'en anglais et en français c'est la même chose, c'est en anglais on dit les branches, qui peuvent être les bras. Enfin, regardez ce dessin, regardez les dessins les images qui sont derrière vous. Et là, on a des fleurs, des mauvaises herbes, de l'herbe, et puis un champignon, et aussi les racines et les rhizomes, hein, qui est une métaphore vraiment très intéressante. La racine, c'est très intéressant. Et là, si on peut présenter une vidéo, la vidéo suivante peut-être. Alors, Merleau-Ponty, nous avons une phrase de Merleau-Ponty, là. Le langage et la voix même des arbres, des vagues et des forêts. Merci à l'Event pour cette belle performance. Slide suivante. Alors, vous vous souvenez des mots que je vous ai présentés au début, et notamment la question de des performances post-humaines, et notamment cette supériorité, cette arrogance humaine que on pourrait considérer autrement, comme les humains faisant partie d'un tout, dans un point de vue post-humain. Moé, donc, qui a fait un certain nombre de recherches et sur les animaux, sur plusieurs espèces. Et en fait, la question qui se pose, c'est évidemment que l'expression et la création en langue des signes fonctionnent beaucoup mieux. On l'a vu sur les poissons avec la reprise du mouvement. Et c'est vrai qu'on peut bien sûr écrire des poèmes dans une langue plus linéaire, mais ça reste que plus limité, alors que le corps ouvre vraiment des possibilités beaucoup plus larges de mouvement. Et notamment, on l'a vu sur le poisson, et il y a quelque chose qui qui est très flagrant dans ces performances qu'on a vues. On a vu aussi sur la performance de l'Event, sur la mer, c'était assez évident que le corps a vraiment des capacités très grandes. Et le corps, qui est constitué essentiellement d'eau,
dans le corps de l'Event, il y a de l'eau aussi, et du coup, il y a une résonance qui se fait de façon beaucoup plus importante et une capacité à intégrer le mouvement de la nature dans une expression gestuelle. Donc, on retrouve l'eau du corps et dans le poème le poème que nous a présenté l'Event. Donc cette eau est intégrée au corps et on a vu donc la performance qui a été présentée tout à l'heure. Alors maintenant, on a vu que toutes ces performances éco-poétiques peuvent traiter de toutes les espèces, de tous les éléments, de toute la nature. Et en fait, qu'est-ce que ça révèle au sujet de la communauté sourde? Slide suivante. Donc, la nature, d'une part, et les sourds font partie de la nature, font partie de ce grand tout. Il n'y a pas de séparation. C'est comme toutes les espèces, il y a une réflexion, une recherche d'idées, des sentiments et une connexion. Voilà, c'est comme les autres êtres. Comme les animaux, les poissons, les végétaux. Quand on est dans un environnement favorable, on peut tout à fait réussir. Pardon, pour en revenir à l'origine du mot poésiste, alors si on coupe un arbre et qu'on le détache de ses racines, l'arbre tombe. Un poisson, si on l'enlève de son milieu naturel ou pour le mettre dans un aquarium, il va dépérir. Les personnes sourdes, si on les met dans un environnement uniquement parlant, ils dépérissent aussi, un peu comme un arbre. Les sourds, quand ils sont dans un environnement favorable, qu'on leur donne une place, qu'ils ont une place, ils interagissent et ils peuvent tout à fait réussir, avoir un comportement tout à fait naturel. Et la recherche médicale fait que les sourds sont enlevés à leur environnement et sont déconnectés d'un environnement qui leur serait favorable. Et donc, il y a une violence qui est faite, une forme de maltraitance et qui coupe les sourds de leur vraie nature. Et comme des actions négatives qui sont menées sur la nature elle-même. Et la surdité, c'est naturel. Les sourds sont naturels. Être sourd, c'est naturel. Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas d'erreur. Les sourds ne sont pas non naturels, au même titre que les arbres, les oiseaux, les serpents, etc. On n'est pas obligé d'être entendant. On a une spécificité quand on est sourd. Alors, la langue des signes apporte quelque chose à l'humanité. Alors, dans l'histoire de la philosophie, les humains font partie de la nature et à un moment se sont déconnectés, enfin en tout cas se sont considérés comme supérieurs et se sont mis à avoir un contrôle sur la nature et se sont séparés de la nature. Mais les conséquences, la conséquence, c'est la destruction de la planète, le réchauffement climatique. C'est la déconnexion de l'humanité avec la nature qui provoque cette destruction. Alors que si on se reconnecte avec la nature et si on a des nouvelles formes de connexion,
et si, il n'y a plus de supériorité de la parole par rapport à la langue des signes, ça permet à tout le monde d'être connecté avec la nature. Je pense qu'il faut que les entendants regardent les sourds, comprennent, qu'on se comprenne, qu'il y ait une intercompréhension entre tous les êtres. Donc là, c'est Erwan Sifra qui parle de l'ours blanc, et on voit donc au niveau du pôle, on voit dans les images, hein, on voit dans ce qui signe, qu'il y a c'est pas une métaphore, hein, c'est une réalité, c'est une reprise du réel. On voit qu'ils disparaissent, ces ours. Il y a un problème, c'est en raison du climat, du réchauffement climatique, et on s'aperçoit que la planète est complètement en évolution et elle est en train de mourir, de se détruire. Et l'activité humaine détruit la nature. Il faut vraiment qu'on ait conscience de ça et qu'on change de façon de penser. Et les formes d'art avec la langue des signes permettent d'avoir un autre point de vue sur justement la nature. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, l'écopoétique est un des moyens de nous reconnecter à notre maison qui est la Terre et qu'on a tendance à oublier. Et la langue des signes permet d'avoir un regard justement sur notre activité et sur ce qu'est cette maison qui est la nôtre. Merci. Il nous reste une petite demi-heure. Donc, si vous voulez poser des questions, comme il y a des gens à distance, merci de venir les poser à la tribune. Alors, moi, je vais poser la première question. Alors, la question que j'ai envie de poser, c'est, vous avez parlé de la nature et de lien avec la langue des signes et de la création artistique. Et le signe ancien pour création, c'était celui-ci. Et on voit, franchement, il y a un lien très, très fort avec l'émergence de quelque chose, avec quelque chose qui pousse. Enfin, c'est intéressant de regarder les signes anciens. Et moi, ça m'amène à réfléchir. Alors, bien sûr, on est déconnecté avec la nature. L'écriture, vous dites qu'elle nous déconnecte avec la nature, mais moi, de mon point de vue d'historien, ça a été un processus progressif, parce que l'écriture s'est de plus en plus développée. Et quand il n'y avait pas d'écrit, alors on fonctionnait visuellement. Bon, il y a eu l'apprentissage de l'écrit à l'école et c'est devenu quelque chose de très formel. Et la langue s'est normalisée avec l'édition, l'imprimerie. Enfin, elle s'est normalisée. On a favorisé l'écriture et de plus en plus déconnecté avec la nature. Et on s'aperçoit que maintenant, on est de plus en plus dans l'image avec les technologies. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre ces déconnexions, reconnexions et voilà, la première partie de mon intervention, c'était plus mon opinion, mais j'aimerais bien avoir votre opinion sur justement ce monde de l'image. Est-ce que l'écrit fait qu'on se déconnecte de plus en plus de
de la nature. Alors bien sûr, de plus en plus, il faut écrire. Et voilà, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est à cause de ça, vraiment, que le passage par l'écrit donne provoque cette déconnexion? Alors, merci pour ce signe-là, ce signe de création qui est intéressant et qui montre vraiment le lien avec la nature. Donc, le signe nature, déjà, ce signe nature, alors peut-être, bon, il est moins éloquent, en tout cas, que ce signe de... création. Oui, c'était création. Bon, ce signe veut dire création. Et on voit, par rapport à la poésie, on voit vraiment que ce signe est vraiment une manifestation. C'est vraiment une création. En ASL, la nature se dit comme ça. En langue des signes américaine. Alors, quel en est le sens? Alors, le signe nature, normal, naturel, nature, normale en ASL. Ça veut dire nation aussi. C'est le même signe pour nation. Alors, normal, nature, nation. Donc, dans un prochain ouvrage, il va être question de ces trois sens, signification. Douglas Ridolf, c'est quelqu'un avec qui je travaille beaucoup, justement parle du fait que la langue des signes elle-même peut se déconnecter de la nature et qu'il y a nécessité à retrouver une connexion. Et c'est intéressant de voir comment dans chaque pays on signe nature. Et c'est vraiment une réflexion à mener. Alors, la deuxième partie de votre question, donc voilà, j'ai pas vu en quelle année, donc en 1800. À partir de 1800, il y a eu l'écriture, c'est devenu beaucoup plus formel, beaucoup plus cadré, et c'est une période riche en innovation. Et il y a eu émergence de normes, de concepts qui se sont normalisés à cette période-là. Et donc, on a vu dans différents pays, mais aussi en France. Bon, on s'aperçoit qu'il y a même au niveau du corps des normes sur la taille. Entre 1800 et 1840, on a commencé vraiment à se déconnecter de la nature à cause de ça. Donc à partir de 1800, aux États-Unis aussi, on a commencé à regarder la langue des signes comme une valeur. Par exemple, il y a eu Bébian, Berthier, qui valorisaient beaucoup la langue des signes. Aux États-Unis, alors la langue des signes, c'était quelque chose de proche du divin. Et en 1880, entre 1880 et 1889, donc il y a eu un grand bouleversement, une grande inversion des choses. Et une évolution des idées, des points de vue. Et donc, on considérait la langue des signes comme quelque chose de proche de l'animal et du comportement humain. C'est quelque chose dont on ne voulait absolument pas. Et c'est ça qui a provoqué de problèmes en ce qui concerne la langue des signes.
parce que la langue des signes était très, très connectée à la nature, et donc c'était quelque chose qui n'était pas regardable à cette période-là. L'humain, à cette époque-là, se distanciait beaucoup de la nature, alors que la langue des signes était très connectée. Donc on avait un regard très négatif sur la langue des signes, et on considérait les sourds un peu comme des animaux. En tout cas, dans l'échelle de l'évolution humaine, les sourds étaient vraiment en bas de l'échelle. Et donc il y a eu une emprise vraiment sur les sourds, et c'est une période aussi où l'animal était considéré comme un être complètement inférieur. Et donc, de plus en plus, il y a eu cette déconnexion. Merci pour cette intervention. Alors, toutes ces vidéos que vous avez présentées, bon, en les regardant, bon, ça m'amène toujours à réfléchir. Donc, effectivement, il y a la nature, cette appropriation de la nature qu'on est capable d'exprimer grâce à l'iconicité de la langue des signes. Donc ça, je suis d'accord. Mais il y a aussi, dans certaines vidéos, bon, on voit qu'il y a l'aspect technologique qui coupe un peu les choses. Il y a le montage qui intervient, il y a des zooms. Enfin, on s'aperçoit, et c'est un peu, comment dire, c'est un peu frustrant parce que les nouvelles technologies, elles ont aussi une certaine emprise sur la langue des signes, sur l'expression naturelle de la langue des signes. Et alors, je ne sais pas si on peut parler d'Evgain. Moi, je ne suis pas sûre, parce que les sourds sont fiers de leur langue des signes, de ses capacités, et elles peuvent complètement avoir une emprise sur les nouvelles technologies. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, moi, je ne suis pas sûre que nouvelles technologies et DevGain, ça soit tout à fait compatible. Alors, ça dépend un peu de chacun. Mais c'est vrai que c'est juste, hein, l'utilisation de la caméra, ça déconnecte un peu d'une expression naturelle que l'on pourrait produire comme ça. Mais c'est vrai que sans effets spéciaux, ça peut être plus intéressant. Mais quand même, on est dans une expression naturelle de langue, en langue des signes. Et c'est vrai que, par exemple, le cinéma utilise beaucoup aussi ces ressorts-là. Et avant les technologies du cinéma, il existait aussi ces formes poétiques en langue des signes, et qui n'étaient pas forcément filmées. Et après, le cinéma est arrivé après tout ça. Alors bien sûr, ça vaudrait le coup peut-être de réfléchir à tout ça, peut-être d'approfondir et voir si effectivement ça rompt un peu ce lien avec la nature, ou au contraire, est-ce que ça l'exacerbe? Alors je crois que j'ai une troisième conférence d'un débat sur justement la gestualité, et la troisième ou quatrième conférence, hein, plus sur la gestualité. Des conférences que je dois donner ici à Paris. Alors, on a Olivier Chétrit et après Marianne Salandre. Merci beaucoup. On était déjà en contact et nous avions déjà échangé. Le art Devia au Suzanne Dupoire, qui est une artiste. Je pense qu'on peut regarder son site internet, et c'est une sourde qui exprime aussi beaucoup d'espèces animales, et notamment
les chiens, et c'est vraiment hallucinant. On voit vraiment un animal. Alors, il y a des personnes humaines qui sont très négatifs, avec des visages très négatifs, et puis les sourds, eux, qui sont représentés, enfin, discriminés, représentés peut-être comme un chien avec des personnes qui parlent. Et donc, le message, c'est dire, avec tous ces humains qui sont supérieurs, moi, en tant que chien, c'est un tableau, en fait. C'est un tableau. Oui, 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 c'est un tableau qui est assez fort. Et je crois qu'il y a d'autres artistes aussi qui ont intégré la langue des signes dans leur œuvre. Chuck Baird, qui peint et en fait qui traite beaucoup de sujets de la nature, des baleines, des crocodiles, avec de la langue des signes, des baleines, des crocodiles, et c'est très très beau. Et il y a aussi un message très fort sur l'audisme dans ces toiles. Et très souvent, c'est vrai que les sourds ont souvent été associés à la bestialité, à l'animalité, qu'un regard assez inférieur qu'on pouvait porter sur eux et de les représenter. En même temps, un chien, il peut se rebeller, il peut mordre un humain. Ben voilà, on peut le dresser, bien sûr, mais il peut aussi se rebeller. Et c'est aussi peut-être ce que fait voilà, c'est peut-être ce que permet la langue des signes. Alors, merci beaucoup, Dirkens. Je réfléchissais à ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies qui permettent tout le travail qu'on a dans enfin, toutes les choses, et notamment tous les réseaux sociaux qui permettent de diffuser les choses, comment on peut permettre de faire prendre conscience au monde médical qui a une vision qui développe beaucoup les implants cochléaires, qui a une vision très médicalisée de la surdité, pas seulement en France, mais partout en Europe, hein, je crois. Alors c'est vrai que peut-être sauf dans les pays pauvres qui sont peut-être un peu protégés de toute cette économie. Alors vraiment, on a vraiment tout ce monde médical, et puis il y a la communauté sourde qui s'épanouit avec des créations visuelles en langue des signes. Et comment on pourrait aussi montrer ça? Quel conseil vous auriez, par exemple, à l'université de Gallaudet? Comment vous faites, vous, quelles actions de sensibilisation vers le grand public vous pouvez avoir dans les écoles, dans les crèches, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des actions concrètes à nous conseiller? Parce que c'est vrai qu'ici, là, il y a des étudiants qui sont en licence professionnelle dans l'amphithéâtre, et on réfléchit aussi à des façons de développer des sensibilisations auprès des parents. Et il y a différents cycles dans cette licence, et il y a un cours de littérature sourde qui se développe de plus en plus actuellement, et l'idée, c'est dans le cadre de l'enseignement de et en langue des signes, comment vraiment trouver des façons qui déclenchent des prises de conscience très forte dans la population. Parce qu'actuellement, il y a quand même une prédominance des implants cochléaires pour les enfants sourds. Donc si vous avez des conseils à nous apporter, on en sera ravis.
Alors, c'est une grande, grande, grande question. Je ne sais pas comment répondre à tout ça, mais comment répondre? Il me semble que le plus important actuellement, c'est comment les gens et pourquoi les gens ont ce regard négatif sur la langue des signes et pourquoi se disent-ils que c'est quelque chose de pas naturel. Ça, alors c'est vrai qu'on voit que la science s'est perdue dans des considérations qui me posent vraiment beaucoup de questions parfois. Alors, sur la deuxième conférence de mardi prochain, hein, oui, c'est bien mardi prochain, la deuxième conférence de mardi, elle portera sur ce sujet-là, c'est-à-dire les représentations qu'ont les personnes entendantes. Moi, d'ailleurs, j'ai fait un certain nombre de travaux sur les représentations qu'ont les personnes entendantes et sur la façon qu'elles ont de considérer les sourds, la langue des signes et comment modifier ce regard. Je pense qu'il y a un manque de compréhension. On peut se poser la question de ce qu'ils comprennent. Alors bien sûr, il y a de l'étude sur l'histoire des sourds, il y a les Deaf Studies, mais comment les entendants comprennent les sourds? Voilà, je veux dire, alors bien sûr, il y a tout l'aspect visuel, mais il y a quand même quelque chose qu'il faut... Là, je ne peux pas développer ça aujourd'hui, c'est une très très grande question. Je pense qu'il faudra venir à la conférence de mardi prochain, j'essaierai de développer ça. Alors, Yann, en LSF ou en LS international? Alors, Brigitte Garcia, qui n'a pas pu se déplacer et venir, demande comment on peut mettre en lien la poésie écrite et la poésie en langue des signes. Comment on peut faire ce lien? Alors, est-ce que la poésie a vraiment besoin du son pour se réaliser, ou est-ce qu'on peut imaginer des formes de poésie sans le son, des poésies silencieuses? Alors, il faut peut-être revenir un peu en arrière sur la définition même du terme poésie. Peut-être changer cette définition. Poésie, est-ce qu'il y a un caractère obligatoire du son dans les formes poétiques? Il y a le rythme, il y a le mouvement. Ça peut être deux critères suffisants pour une définition. Si l'on définit la poésie en langue des signes, on pourrait l'élargir à ça. La poésie en langue des signes, elle peut aussi provoquer un changement de définition de la poésie traditionnelle. Et c'est toutes ces questions qu'il faut ouvrir et ne pas rester concentré sur une définition un peu restrictrice. C'est toute la question des langues orales et de leur voisinage avec les langues des signes et des définitions de langues qu'ont apporté les langues des signes aux langues vocales. Ça a modifié, même ça a forcé à un changement de définition de ce qu'est une langue. Les langues des signes ont forcé ce changement. Et donc, pour la poésie, on peut se dire que c'est la même chose. Alors, j'avais envie de poser une question qui est en lien en lien avec le phonocentrisme. J'aimerais revenir sur la question de la nature. Alors, on dit bien sûr que la langue des signes est plus en lien avec la nature et que la voix phonétique serait déconnectée de la nature. Donc, avec alors,
est-ce qu'il y a des procédés dans la langue des signes et dans les langues vocales? Mais dans la langue des signes, on peut aussi se déconnecter de la nature. Par exemple, quand on dit nature, le signe même de nature, il n'est pas très connecté, il n'est pas très iconique. Donc, dans la langue des signes, il y a aussi de la déconnexion avec cette nature. Alors que dans les langues vocales, on a une déconnexion qui est beaucoup plus grande. Mais on peut aussi l'avoir dans un degré moindre dans les langues des signes. Oui. Les langues des signes sont très influencées par... Alors, par exemple, les langues des signes, on y a intégré la dactylologie. Bon, c'est un emprunt. Alors, en ASL, bien sûr, mais pas que. Par exemple, pour dire ascenseur, pour dire portable, pour dire... Et ça, on peut dire que ce n'est pas naturel. Et peut-être qu'on pourrait revenir aux anciens signes qui étaient utilisés avant la création de ces signes-là. Et c'est vrai que ces nouveaux signes ont tendance peut-être à nous déconnecter. Alors peut-être que c'est l'influence des langues vocales environnantes, et du phonocentrisme. Par exemple, pour poisson, pour le signe de poisson. Pour le poisson fossile. Ah. Alors. Oui, le poisson fossile, c'est une trace d'un poisson qui a déjà existé. Et les langues des signes, elles peuvent peut-être reprendre les traces anciennes, justement. Alors, quand on regarde le VV, par exemple, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé. Et tous les aspects de la langue sont enlevés. Ça, c'est peut-être proche de quelque chose d'international. On n'utilise pas le lexique qui est propre à chaque pays. C'est vraiment quelque chose qui est très naturel, le VV. Et ça peut avoir un intérêt dans ce sens-là, justement. Oui. C'est bon? Ok, bon, merci beaucoup, Dirksen, pour cette très très belle conférence. Je me posais la question, ça va être un tout petit peu provocatrice, mais justement, l'idée, c'est d'entamer un débat. Et je pensais par rapport à un concept que tu as travaillé beaucoup, et donc le concept de phonocentrisme, et comment ce concept de phonocentrisme qui a, influencé en fait toute la pensée philosophique occidentale et qui a fait que la langue des signes a été écartée, comme tu as bien l'expliqué, au moins pas prise en considération dans sa juste valeur vis-à-vis de donc la suprématie en fait de vocal pour constituer le langage humain, dont la caractéristique proprement humaine de l'être humain. C'est-à-dire que sans cette parole vocale, il n'y avait pas d'humanité possible dans la philosophie occidentale. Ce qui reviendrait à dire ces concepts de phonocentrisme, pour faire court. Maintenant, ce qu'on a, c'est une très très belle conférence qui met en valeur en fait la gestuelle, la langue des signes et la poésie gestuelle. Donc on pourrait se dire que cette poésie gestuelle et ces signes gestuels des sourds et cet ralliement que tu fais du corps et de la gestuelle dans la nature humaine, dont les sourds font partie, bien évidemment, ne risquerait pas, en quelque sorte, de devenir un gestocentrisme. C'est-à-dire pour contrer et pour opposer et pour déconstruire l'idée de phonocentrisme, est-ce qu'il n'y aurait pas de risque de tomber dans ce qu'on pourrait appeler
un gestocentrisme, c'est-à-dire la suprématie du corps sourd, de la poésie gestuelle. C'est un peu provocateur, hein, ce que je dis. Hein. Et de la poésie gestuelle, donc, et de corps sourd, pour contrer justement et s'opposer à cette pensée trop phonocentrique. Alors, je sais bien que la réponse va être, elle va être plus mitigée et plus intelligente que ce que je pose comme question. Mais en fait, ma question, au fond, c'est comment comprendre, entamer un dialogue de ce qui veut dire le deaf gain, en fait. C'est deaf gain, c'est gain sourd. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Est-ce que c'est la suprématie de sourd par rapport au pauvre entendant qui parle en langue vocale et dont sa poésie écrite, elle n'est pas si belle et il ne rend pas si justice à l'humanité, ou bien c'est une autre chose. Donc c'est ça que je trouve absolument passionnant, la conférence, et je pense que c'est là où ça serait intéressant de rentrer dans la discussion. Merci beaucoup. Alors, si j'ai bien compris ce que vous voulez me demander, donc, on parle de phonocentrisme. Alors, moi, je pense pas qu'il est question de gestiocentrisme. Enfin, j'essaie d'inventer un signe pour exprimer ça. Je vais publier un livre et où il est question de l'origine grecque des mains. Donc, je pourrais parler de chirocentrisme peut-être. Oui, voilà. Il peut être question, oui, on pourrait parler de chirocentrisme. Alors, je propose ce mot-là parce que... Alors, est-ce qu'on peut parler de la supériorité des mains, des gestes? Et donc, justement, c'est pour ça que je propose ce mot. Alors, Yann Contin, lui, qui est historien, sait qu'il y a eu une période où la langue des signes était très, très valorisée. Où on parlait de langue des signes, enfin des sourds qui seraient plus proches de Dieu, du divin. Et donc c'était autour de 1750, cette période-là, jusqu'en 1850. Et là, la langue des signes était très valorisée. On avait un regard très valorisant sur la langue des signes par rapport aux langues vocales. Il y a des traces dans l'histoire de ça. Et avant, bien sûr, il y avait une suprématie de l'oral. Alors, il y a eu des périodes de l'histoire, des allers et retours comme ça dans les périodes de l'histoire. Et il y a donc eu cette période de l'histoire où la langue des signes était très valorisée. Mais ça ne porte pas de nom. Et c'est pour ça que je propose ce terme de chirocentrisme. Et ça peut peut-être aider à comprendre que selon les périodes de l'histoire, il y a différents points de vue sur des périodes plus phonocentristes et d'autres plus centrées sur la gestuelle et les mains. Maximum 10 minutes, ouais, parce que ça commence à... Oui, 10. 10. OK. Alors, la langue des signes américaine, enfin,
les personnes qui sont, on va dire, érudites en langue des signes américaine utilisent beaucoup la dactylologie au détriment de l'iconicité et du caractère visuel de la langue des signes. Parce que, bon, plus on épelle les mots rapidement, plus on montre qu'on maîtrise l'écrit, et c'est vraiment au détriment justement du côté naturel de la langue des signes. Les sourds qui ont accès à l'université font vraiment un usage plus que fréquent de la dactylologie, et j'aimerais bien savoir pourquoi. Alors, c'est une très bonne question. Moi, Dirksen, c'est pas facile. Bon, je ne suis pas à l'aise avec ça pour avoir une opinion sur la dactylologie des sourds américains. Bon, j'ai un ami qui l'utilise beaucoup et je respecte, mais c'est vraiment il y a vraiment un débat sur ce sujet-là et c'est bien d'en parler. Et il y a une réflexion, une idéologie, enfin, une pensée qui se développe, mais sur certains éléments de vocabulaire, certains mots, on n'a pas de correspondance en langue des signes. On voudrait avoir une correspondance en langue des signes. Et je ne sais pas, le nom des plantes, par exemple, il faudrait donner un nom en langue des signes à chaque plante. Quand on commence à s'intéresser à la biologie, bah, bien sûr, on a accès aux mots écrits. Et c'est plus facile de faire usage des mots écrits plutôt que de trouver une image de la plante, une image iconique. Et il faudrait changer ça. Oui, oui, tout à fait, je sais, mais moi, qui je suis pour critiquer cette façon de faire? C'est voilà. Alors moi, je suis allée 3 fois aux États-Unis et ce que j'ai vu, ça m'a beaucoup intéressé. J'ai trouvé ça intéressant quand même. C'est vrai que à l'université Gallaudet, alors il y a le théâtre. J'ai rencontré différentes personnes avec qui j'ai discuté et dans les discussions, il est peu fait usage de la dactylologie. Mais j'ai eu affaire à des artistes dans différentes formes d'art différents et bon, j'étais très à l'aise pour communiquer avec d'autres personnes sourdes. Enfin, des personnes, des sportifs ou des étudiants. Et là, il y avait beaucoup, beaucoup de dactylologie. Et là, je ne comprenais plus rien. Et je trouve qu'il y a quand même... faut pas oublier... Enfin, bon, il y a 2 points de vue différents, 2 façons de voir les choses différentes. Mais maintenant, c'est encore comme ça. Aux États-Unis, il y a vraiment... Quand on est dans des discussions... bon, on voit bien que quelquefois, la dactylologie, elle est utilisée. Alors, dans la poésie... Alors, j'ai oublié, c'est Elisabeth, j'ai oublié son signe, bon, qui est très forte en poésie. Et ses poèmes sont parfois, il y a parfois des mots en dactylologie dans ses poèmes, donc c'est un peu surprenant. Alors, en France, alors je ne sais pas si c'est pareil aux États-Unis, mais c'est là ma question. En 1970 à peu près, on ne parlait pas de poésie en 1970. Pour les sourds, ça voulait rien dire. La poésie, c'était quelque chose ça appartenait aux entendants, mais moi y compris. Hein. Pour la poésie, c'était pas pour nous, c'était pas à nous. Et je me souviens que j'ai interpellé différentes personnes sourdes qui n'apprenaient pas la poésie à l'école. Et ça existait, enfin, les sourds avaient ça en eux, bien sûr. Mais quand on en parlait avec les sourds n'avaient pas conscience d'avoir cette poésie entre eux, en eux. Et je me souviens d'avoir raconté, enfin, d'avoir vu des sourds raconter, décrire des situations, et je me disais, elle est là la poésie. Et les sourds n'avaient pas conscience. Et je leur disais, mais là, tu es en train d'avoir un discours poétique. Et vraiment, il n'y avait pas du tout conscience de ça.
Alors, par exemple, dans la description d'un arbre avec ses feuilles, d'un oiseau qui vient se poser. Mais là, je disais oui, il y a de la poésie. Les sourds racontent souvent des poèmes en rapport avec la nature, ce que font pas les entendants. La poésie, elle est plus, comment dire, on voit bien que les poèmes parlent de situations, de la guerre, de différentes choses. Et les sourds parlent beaucoup de la nature dans leur poésie. Alors, en 1980, en France, on a commencé à parler poésie chez les sourds parce que ça vient aussi des entendants qui ont interpellé les sourds. Et les sourds, au départ, étaient très réticents. Et dans les années 90, les sourds ont commencé à s'approprier ce discours poétique, à plonger, à s'immerger. Il y a eu le VV, il y a eu une appropriation du mouvement. Bon, le VV, c'est quelque chose d'un peu différent. Enfin, ça a commencé. Voilà. Alors, est-ce qu'aux États-Unis, ça existait déjà? Est-ce qu'il y a eu la même évolution? Est-ce qu'il s'est passé la même chose que ce que je raconte? Alors, je vais essayer de me souvenir des époques où on a... Quand il y a eu Def Way, il me semble qu'il y avait un débat là-dessus. On a commencé à débattre sur ces questions de poésie, comment on pouvait créer des choses avec la langue des signes. Et on disait d'ailleurs poésie comme ça avec le P à l'époque. On disait poésie avec le mouvement sur le, voilà, sur le bras, hein, parce qu'on l'associait au son, effectivement. Et puis on a essayé de se détacher de ça et de se dire comment créer une expression originale en langue des signes, une expression poétique. Et peut-être que des historiens ou des chercheurs auraient des éléments chronologiques plus précis à donner, mais il me semble que quand même, en fait, il y a sur les verbes d'action, sur les noms, sur certains process dans les verbes d'action, la langue alors les processus créatifs dans la langue parfois on n'arrive pas à les nommer. Malgré certaines recherches linguistiques, on a des formes d'expression alors, il est possible que les humains ont parfois des processus de création complètement naturels de langue. Par exemple, quand je fais ce mouvement-là, être dans un bus, dans un train, c'est très joli, ça peut être très poétique, c'est presque poétique, et on le voit, ça se voit quand c'est exprimé en langue des signes, comme ça, mais c'est tout le monde est capable de ça, parce que c'est un processus langagier qui est assez naturel. Donc, il y a aussi plein d'influences de langues les unes sur les autres qui se fait aussi. On va s'arrêter bientôt. Je sais que tout le monde a très envie de poser des questions, bien évidemment. Mais il y aura d'autres dates où on va pouvoir continuer à réfléchir ensemble. Je vais essayer de faire une synthèse.
Je pense qu'en France, il faut vraiment qu'on approfondisse ces questions, qu'on développe une réflexion en lien avec l'intervention de Dirksen, et qu'on essaie de trouver nos propres concepts côté français. Est-ce que on va retrouver les mêmes? Est-ce que, je sais pas, dans la littérature française, on va retrouver les mêmes éléments ou pas? Et je pense que c'est vraiment très intéressant. En tout cas, merci Dirksen pour avoir contribué à cette réflexion.